Polémique entre l'inspection générale des finances et la ministre du portefeuille. L'IGF dénonce l'inaction dont le chef de certains politiques qui alourdissent la traque contre les corrupteurs et les détourneurs. Obsèques de victimes du drame de Matadi Kibala, Jontini Ngobila annonce que son gouvernement ne va plus transiger sur le non-respect de normes urbanistiques. Recyclage des bouteilles plastiques à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Environnement a visité une usine capable de traiter quotidiennement de 20 à 50 tonnes de déchets avant la fin de travaux de construction. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver pour vous informer sur Télé 50. Les enquêtes menées par l'IGF sont-elles bloquées par les membres du gouvernement? En tout cas, c'est la plainte de Jules Alinguete qui accuse la ministre du portefeuille d'inaction face aux multiples rapports établissant des cas de corruption. L'IGF a dans son collimateur plusieurs responsables des entreprises publiques englués dans des affaires de détournement. Tout a commencé par une lettre du 31 janvier 2022 de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete, adressée à la ministre des portefeuilles, dans laquelle le patron de l'IGF s'inquiète du manque de réaction de la ministre Adèle Kaninda sur le dossier qui attend de la prise des dispositions de son ministère sur quelques entreprises publiques au regard de la gravité des faits de mégestion constatés dans ces enquêtes. Pour plus de détails, le directeur général Jean-Marie Kassamba est descendu pour comprendre ce qui se passe entre l'inspecteur général chef des services Jules Alinguete et la ministre de portefeuille Adèle Kainda. Une polémique de haut niveau entre l'IGF et le ministère du portefeuille. On vous reproche de ne pas respecter le ministre, de lui donner des injonctions, d'avancer des preuves qui ne tiennent pas la route. De quoi il s'agit ici? L'inspection générale des finances qui s'investit dans cette lutte et dans ce combat le fait sous l'autorité directe du président de la République, de qui elle dépend. Donc nous ne pouvons pas tout d'abord comprendre qu'il y ait des tergiversations dans les chefs des autorités appelées à prendre des sanctions lorsque les faits sont avérés. Nous sommes allés au ministère du portefeuille pour expliquer au ministre du portefeuille que l'inspection générale des finances a fait des contrôles et nous avions constaté des actes avérés de mégestion et des présumés détournements pour lesquels nous avions demandé que des sanctions soient prises. Voilà tout le problème qu'il y a entre l'inspection générale des finances et les portefeuilles. C'est le fait d'avoir demandé des sanctions. Et on veut passer par des détours en disant non, c'est une demande qui n'est pas trop polie, ça donne l'impression d'avoir donné des instructions au ministre. Faux. Vous pouvez lire la lettre. Nous avons une particularité d'être administratif et direct. C'est ça aujourd'hui. Parmi les dossiers mentionnés par l'IGF, il y a la gestion calamiteuse de la régie des eaux, la surfacturation des profilés métalliques à la SCTP ex-Onatra, les observations définitives sur la gestion de la société Kobil SA, ainsi que les rapports des contrôles de gestion de Sonaïdroc SA. Expliquer au ministre du portefeuille notre demande de voir les ministères du portefeuille s'impliquer pour sanctionner les mandataires concernés. Faute de le faire, ou en ne le faisant pas, les ministères du portefeuille risqueraient de donner l'impression à ces mandataires aujourd'hui que vous pouvez tout faire, il n'y aura rien comme sanction. C'est ça, au fait, les inquiétudes. Donc, nous n'avons rien à voir. Voilà la vérité de ce qui a été dit. Et nous sommes engagés au cours de cette réunion. Nous avions dit au ministre, si peut-être que notre lettre avait été mal comprise, nous sommes venus pour expliquer notre démarche et notre demande. Et si au besoin, nous pourrons encore davantage l'expliquer dans une autre lettre. Mais nous avions été surpris par un reportage. L'inspecteur général
des Finances, chef des services Jules Alinguete, s'en félicite de la diligence avec laquelle la justice a pris à main ce dossier. Contrairement au reportage diffusé sur la chaîne nationale RTNC, l'IGF n'a jamais été recadré et n'a reconnu aucune maladresse. Cependant, l'IGF regrette une exploitation mensongère du service de la presse du ministère de portefeuille. Trouver des mensonges au niveau de certains médias que l'inspection générale des finances avait été recadrée. Pourquoi nous devons être recadrés quand nous mettons à la disposition des ministres des faits de mégestion? Mais si le ministre veut recadrer, il faut recadrer tout d'abord les prédateurs des finances publiques qui sont dans ces entreprises. Inhumation ce vendredi des victimes de la tragédie de Matadi Kibala au cimetière de Mingadi 2 dans la commune de Mongafula après une cérémonie des hommages officiels au stade Vélodrome de Kitambo où plusieurs personnalités politiques et autres étaient présentes. Des hommages dignes d'un film. Un long cortège alignant la vingtaine de corbillards a fait procession de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa au stade Vélodrome de Kintambo où les familles et proches des victimes de ce drame s'étaient rassemblés pour ces hommages officiels. Présent sur le lieu, le jour du drame, le chef du gouvernement a personnellement pris part à cette cérémonie en compagnie de plusieurs autres autorités politico-administratives telles que le ministre des Actions humanitaires, Modeste Mutinga, et bien sûr le gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans son mot des circonstances, Jean-Tini Ngobila, très consterné, a juré ne plus jamais permettre l'occupation par les Kinois des zones à haut risque pour ne plus avoir affaire à ce genre de drame à l'avenir. La construction non soit anarchique. Il faut elongwa mibeko ekobima esengeli bandeko ba milengela pambate bomo ya moto eza motu ya mingi koleka mbongo nyoso ya mokili. Occasion également pour le gouverneur de remercier le président de la République qui s'est impliqué d'un bout à l'autre pour consoler les familles éplorées. Des politiques ont également été de la partie, tels que le représentant du président statutaire de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, Guy Richard Malongo, secrétaire général de ce parti politique, un homme de terrain qui n'a pas caché sa douleur face à ce drame. Nous ne pouvions pas être indifférents, alors il nous a dépêché, ce qui est juste, pour que nous puissions assister en amont comme en aval dans ces obsèques. Mercredi dernier, l'hôtel de ville de Kinshasa avait déjà assisté financièrement les familles touchées par ce drame une semaine plus tôt après les sectionnements d'un câble haute tension de la SNEL causant la mort subite de 25 personnes. Et justement à ce sujet, la présidente de l'ONG Action pour le développement et l'autonomisation de communautés africaines, Solange Masumbuko, était au chevet de familles victimes de cet incident afin de compatir avec elles en y apportant un soutien moral et financier. Après avoir assisté à la messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo en mémoire des victimes du drame de Matadi Kibala à la paroisse Notre-Dame du Rosaire, la députée nationale Solange Masumbuko Nyenyezi a rendu visite mardi du février aux familles qui ont perdu les leurs. Éprise des compassions, dans un esprit de consolation, elle s'est rendue aux maisons des victimes, habitant successivement dans les cas Manzanza, dans la famille Mwanamputu Luzolo et la famille Makise Luzolo, dont les leurs ont péri dans ce drame. Ensuite, au camp Cédrim, situé dans les quartiers Mama Mobutu, où elle a assisté 4 autres familles, dont une qui a perdu une jeune fille qui était en 2e année de licence à l'ISTEM, et puis dans les quartiers Makese et Kinsembia. Après la prière, des échanges et conseils prodigués aux familles des victimes. Elle leur a promis qu'après l'enterrement, elle va les inscrire dans la caisse de solidarité populaire et des crédits Cassopec. Pour booster leurs activités, Cassopec, une structure de l'ONG ADIAC, dont elle est représentante. Après cette visite, dans les familles situées dans la commune de Mongafula, elle s'est rendue à Kingabwa, où d'autres familles ont perdu les leurs, en y apportant quelques vivres, composés essentiellement du riz, du lait, du sucre et du thé. Solange Masumbuko n'a pas manqué de remercier le chef d'Ilita, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui se sont impliqués personnellement pour les obsèques de toutes les victimes de ce drame.
Recyclage de déchets plastiques à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge de l'environnement a effectué une visite à l'usine du projet Kintoko, une initiative de la société Okeplast en construction à Kingabwa. Il s'agit de la visite de l'usine du projet Kintoko, une initiative de la société Okeplast. Nous sommes à Kingabwa, précisément dans la ville province de Kinshasa, et l'inspection se fait par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement. Cette usine, construite dans le cadre du projet Kintoko, est une filiale du groupe Angel Cosmétique en partenariat avec le gouvernement congolais. L'objectif, le recyclage de déchets. Impressionnée par le travail déjà abattu par l'usine, à peine quelques mois d'essai, la patronne de l'environnement invite les Kinois à l'accompagner et au changement des mentalités. Je suis pratiquement impressionnée, je me sens très à l'aise dans ma conviction. J'avais dit 2022, c'est l'année d'assainissement du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est un travail qui a commencé depuis longtemps pour installer ces usines. Je crois que le fruit est mûr. Bientôt, nous allons les cueillir et l'offrir à la population. Pour les délégués généraux du groupe Angel, l'usine Kintoko souhaite augmenter dans un avenir proche sa capacité de collecte de bouteilles en plastique de 20 à 50 tonnes par jour. Cette usine va permettre à la ville de Kinshasa et plus tard à la République, parce que nous aurons d'autres usines pareilles à l'intérieur du pays, de pouvoir se débarrasser des tonnes et des tonnes de bouteilles en plastique. Dans quelques mois, l'inauguration officielle se fera par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La sécurité des civils dans l'Est reste l'un des défis majeurs pour la mission des Nations Unies en RDC. C'est ce qu'a affirmé la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, lors de son échange avec le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga. Il ressort de cet entretien que la MONUSCO réaffirme son engagement de renforcer les liens opérationnels entre les forces de l'ONU et les FARDC pour lutter efficacement contre les groupes armés. On écoute Bintou Keïta pour plus de précisions. Alors, essentiellement, c'est la première rencontre que j'ai avec le ministre de l'intégration. Et c'est un ministère extrêmement important pour nous, notamment par rapport à la situation dans l'Est du pays, où nous avons à la fois le besoin justement de cette intégration régionale, vu les dynamiques à l'Est du pays sur les domaines sécuritaires, diplomatiques, politiques, aussi socio-économiques et même voire culturels. Et dans le dispositif que nous avons maintenant et avec notre nouvelle résolution, mon message en tant que chef de la MONUSCO au ministre, c'est nous sommes disposés à travailler d'arrache-pied à accompagner le ministère dans le contexte du groupe de travail conjoint qui a été mis en place le 5 juillet dernier avec le Premier ministre et qui va concourir à s'assurer que nous avons les bonnes démarches d'accompagnement pour la mise en œuvre du plan de transition qui, à un moment donné, devrait nous aider à asseoir des résultats concrets. Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des volontés exprimées de part et d'autre d'établir un partenariat solide pour obtenir des résultats concrets. Le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et sociale est prêt à accueillir ceux qui détiennent encore les armes. Jean-Marc Mazio, coordonnateur AI de ce programme en Ituri, a présenté la feuille de route pour l'année 2022. C'était au cours d'un point de presse tenu à Bunia. L'heure a sonné pour que les enfants égarés reviennent à la raison. Tous les groupes armés existants en Ituri doivent adhérer au programme de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour une paix durable en Ituri. C'est le message lancé ce jeudi par les coordonnateurs intérimaires de ce programme, Jean-Marc Mazio, dans une journée de sensibilisation sur la feuille de route du PDDRCS déjà élaborée en Ituri. C'était en présence de membres du cadre de concertation à l'appui à ces programmes. Pendant cette période-là, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, nous avons quand même réalisé pas mal d'actions, entre autres sur le plan programmatique, mais aussi des contacts importants. À l'issue de toutes ces démarches, nous avons maintenant des livrables que nous pouvons partager avec le public
entre autres la feuille de route. Comme nous avons déjà la feuille de route qui détermine les actions qui seront menées pour l'année 2022, il fallait quand même, dans le cas de redevabilité, présenter ces documents, essayer un peu d'échanger avec toutes les parties. Signalant que le PDDRCS, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une réponse à la stabilisation de la partie est de la République démocratique du Congo. En Ituri, une province sous état de siège, ces programmes donnent une brèche aux groupes armés traqués par le FARDC sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de déposer les armes. Il faut dire, ces genres de sensibilisation va se poursuivre sur toute l'étendue de la province en vue de créer les conditions favorables pour la réussite de ces programmes. Et dans la province du Haut-Uélé, le chantier de création du corridor oriental se poursuit normalement. Après la cité de Matete, les engins de génie civil sont aux portes de Mombati, l'avant-dernière étape pour atteindre la province de la Chopo, une prouesse largement saluée par la population après plus de 50 ans de déconnexion avec le reste de la province. ACC, nous sommes à environ 120 km de la ville d'Iziro sur la direction de Kisangani. Ici, les engins de génie civil ont complètement rasé les à côté de cette colline pour y frayer la route. Dans cette collection de collines, ce sont ces escarpements surplombant Matete qui témoignent la grandeur de l'ouvrage. À la porte de la cité, c'est ce compacteur qui accueille tous les visiteurs avant de croiser ces excavatrices qui se déchaînent pour convertir ce coin perdu du Haut-Uélé. Ici, hommes, femmes ou enfants, l'on est pressé pour laisser place à la civilisation. À notre passage, ils sont de dizaines à nous approcher pour glaner quelques informations fiables concernant le projet. À quelques mètres de là, nous sommes obligés d'abandonner les véhicules pour défier cette forêt à la recherche de la voie la plus économique possible, pouvant nous amener en Mombati, exploitants artisanaux, cultivateurs ou encore chasseurs. Tous sont sensibilisés aux vertus du projet qui va à coup sûr révolutionner le vécu quotidien. Après 1h30 de marche sur cette route de 7 km, nous voici à Mombati. Dans cette cité à forte densité, nous sommes accompagnés des autorités locales pour apprécier le passage de la prochaine route jusqu'ici à l'aérodrome. Dans ces projections, le gouverneur de province Christophe Bessinenong entend viabiliser non seulement cette piste de 1 km qui sera élargie, mais aussi l'espace de vie de celle-ci, car ici, nous sommes à quelques kilomètres de la Chopo voisine pour relier les deux entités dans le cadre de la création du corridor oriental initié par les Haut-Uélé pour faciliter les échanges commerciaux avec un gain de plusieurs centaines de kilomètres à partir de la frontière ougandaise. C'est dans la soirée que nous rebroussons chemin via Bakbaou sur cette route abandonnée depuis l'époque coloniale. Et de son côté, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Mouni, a visité des différents chantiers où sont exécutés les travaux de plusieurs ouvrages dans la ville de Kalemi. Les ponts, les routes et beaucoup d'autres infrastructures ont été visités par l'autorité provinciale qui entend faire le même exercice à travers toute la province. 24 heures seulement après son retour à Kalemi en provenance de Kinshasa et de Washington aux États-Unis d'Amérique, où il a été en mission officielle, le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabala Mouni, a visité ce lundi 7 février 2022 plusieurs chantiers dans la ville. Le périple de l'autorité provinciale l'a d'abord conduit sur la route aéroport de Kainta, où il a visité le pont Lubuye 2. Il s'agit ici d'un ouvrage de 60 mètres de portée sur près de 9 mètres de large qui connaît aujourd'hui des travaux de réfection par l'entreprise chinoise Craig 7. C'est la suite à son affaissement causé par la pluie diluvienne qui s'était abattue dans la ville au mois de mai de l'année dernière. À la place de la MONUSCO, ce sont les travaux de construction d'une digue ou mur de soutènement par l'entreprise Craig 7 sous la supervision de la CGT, agence congolaise de grands travaux, qui ont été visités par le numéro 1 de la province du Tanganyika. Ces travaux visent à protéger la chaussée du boulevard Lumumba contre l'avancée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika. Sur le boulevard JKK, Samba Kayabala Mouni s'est rendu compte des travaux de construction du pont Lubuye 1 par l'entreprise
l'entreprise Malta Forest. Long de 24 mètres sur 15, à ce jour, 2 culées sont en pleine construction. Au pont Kitoko 1, non loin du rond-point Tricot. Bientôt vont démarrer toujours par l'entreprise Malta Forest sur financement du gouvernement central les travaux de construction du nouveau pont. Avec 14 mètres sur 9, cet ouvrage va faciliter le passage des personnes et de leurs biens. Sur le boulevard Lumumba, dans la commune du Lac, le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a visité la chaussée réhabilitée non loin de la place Fina. Le pont Katanika dans la périphérie de la ville, 24 mètres de portée sur 7, a été également visité ce lundi par le gouverneur par intérim Samba Kayabalamoni. Ici, les travaux de construction de 2 culées et de la pile sur financement du gouvernement provincial sont presque finis. Ils sont exécutés par l'office des routes. Cette entreprise publique va dans les tout prochains jours s'atteler aux travaux de la pose de la superstructure. La route qui mène vers le port public de Kalebi fait aujourd'hui peau neuve grâce aux travaux financés entièrement par le gouvernement provincial du Tanganyika. L'entreprise Tanganyika Maendeleo est à pied d'œuvre pour sa réhabilitation. Samba Kayabalamoni, qui a aussi visité le curage de la rivière Kalemi pour éviter les inondations, reste satisfait quant à l'évolution des travaux. Après sa présentation officielle à Kinshasa et l'acquisition de son siège national, la plateforme Horizon 2023 a posé ses valises à Kolwezi cette semaine. Dans un meeting populaire, son coordonnateur, Dadi Chiswaka, a mobilisé la population en faveur de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi pour les prochaines échéances. Aucun autre événement n'a mobilisé Kolwezi ce vendredi, comme le lancement des activités de la méga structure Horizon 2023. Après sa sortie officielle à Kinshasa, le Lualaba a témoigné à son tour son soutien au chef de l'État, dont la candidature à la présidentielle de 2023 est soutenue par cette plateforme. Une position rappelée par son coordonnateur Dadi Chiswaka et soutenue par des applaudissements dans la salle. Horizon 2023 est une méga structure qui s'est définie comme libre de tout carcan politique ou des structures traditionnelles de la vie politique congolaise. Cette méga structure se veut une intersection des énergies, des intelligences, avec pour but principal de promouvoir et de défendre les valeurs cardinales de la nation. L'idée fondamentale de Horizon 2023 est de constituer une force de proposition au profit des institutions du pays en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population. Le peuple. Les morales plus haut que jamais, c'est l'attitude adoptée par Dadi Chiswaka et sa structure, car la mission de 2023 sera d'offrir la totale confiance des Congolais à Félix Tshisekedi, à la présidentielle, mais aussi aux législatives pour une majorité absolue. Par notre présence, nous venons donc tous ensemble, ici présents, dire oui à Fachi, oui pour sa réélection et oui pour une majorité écrasante, autant au niveau national que dans les assemblées provinciales. Dadi Chiswaka a présenté à l'assistance les membres de la coordination nationale et provinciale du Lualaba, bien avant que le collectif des partis politiques ne réitère son soutien au chef de l'État. Une première présentation dans le Lualaba qui a fortement séduit et a attiré un lot d'adhésion massive de nouveaux membres. La Covid-19, défis et perspectives, c'est un nouvel ouvrage qui vient d'enrichir la littérature congolaise. La cérémonie de vernissage a eu lieu dans l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale. Les livres et l'œuvre collective de 16 chercheurs, notamment les professeurs Léon Matangila et Fulgence Mungenga. Nous sommes à l'amphithéâtre de l'Institut national des recherches biomédicales. Il s'agit de la célébration de la science à travers la présentation du livre « La Covid-19 en République démocratique du Congo, défis et perspectives ». Il y a 6 domaines de recherche. Préfacé par le feu professeur Tarsis Chibangu, cet ouvrage est l'œuvre collective de 16 chercheurs, notamment les professeurs Léon Matangila, Mbong Passi Willy, Koutoumissa Kyota, Fulgence Mungenga, Marie-Claire Moukwase, pour ne citer que ceux-là. C'est le virologue Jean-Jacques Mouyembe qui procède à la cérémonie de vernissage. Didier Moumingi, ancien ministre de l'Information sous Mouzé, mais aussi écrivain. En présence des savants congolais et quelques parlementaires, il présente l'ossature de ces gigantesques ouvrages. Constitué des 4 parties et près de 300 pages, le livre intitulé « La Covid-19 en République démocratique du Congo, défis et perspectives » vient répondre au côté social de la pandémie Covid-19, hormis le côté biologique.
Nous avons pensé à réfléchir sur la question de la Covid-19 en RD Congo, défis et perspectives, pour la simple raison, c'est parce que traditionnellement, la maladie a deux aspects, à la fois social et biologique. Un corps biologique malade, c'est tout le corps social aussi qui est malade. Les soins à faire, nous procédons toujours par soigner d'abord le corps social, par la médiation de ce que nous appelons les ngangangombo, les devins. C'est lui qui essaye de réharmoniser les rapports sociaux. Après, on va voir le corps biologique, le corps malade, qui est soigné par la médiation de celui qu'on appelle le ngangandumbu. C'est lui qui fait usage des savoirs endogènes, de la pharmacopée, des plantes, des racines et des herbes. C'est un nouveau-né dans le monde de la littérature qui apporte sa pierre dans la crise sanitaire qui a endeuillé le monde, la Covid-19. Et plus de 6000 personnes affectées par la souffrance due à l'insécurité ont bénéficié ce vendredi à Bunia d'une assistance humanitaire, dont de la structure Women of Faith avec l'appui de l'Église des Saints de Dernier Jour. Ces déplacés saluent ce geste de charité posé en leur faveur et plaident pour le retour de la paix. Reportage de Pacheco Kavundama. Il s'agit de plus de 8000 personnes déplacées du site Salama, bénéficiaires de cette assistance humanitaire composée des sacs du riz, des haricots, d'huile végétale, du sel et les savots, dont de l'ONG Women of Faith, grâce à l'appui de l'Église de Jésus-Christ des Saints de Dernier Jour. Madame Jackie Borg, point focal de cette structure en Ituri, précise qu'elles ont choisi ces sites vu la souffrance de ces déplacés de guerre qui sont délaissés sans assistance humanitaire depuis le mois de juillet dernier. Une façon pour ces femmes de différentes confessions religieuses de redonner les sourires et prouver leur attachement à ces personnes vulnérables. L'activité d'aujourd'hui consiste à donner des vivres aux déplacés des guerres dans le site Salam, donné par Women of Faith avec l'appui de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils sont des déplacés de guerre, ils ont tout laissé et depuis le mois de juillet, ils n'ont reçu aucune assistance en nourriture. C'est pourquoi nous leur avons donné cette assistance. Cette action humanitaire permet de sauver des vies humaines en détresse dépourvues de tout. Les bénéficiaires n'ont pas caché un sentiment de satisfaction. Que Dieu vous bénisse. Nous vivons ici dans des conditions difficiles. Women of Faith est venu à notre secours. Nous disons merci à leurs partenaires. Mais les besoins sont énormes. Signalons que Women of Faith avait d'abord procédé à la formation de ses membres et à l'identification des ménages avant la distribution de ces vivres à ces déplacés qui ont abandonné leur village en cause de l'insécurité. Rentrons à Kinshasa pour parler des membres de la Fondation Henriette Ouamou qui se sont imprégnés des conditions de vie des habitants pour envisager un appui. C'était à travers une visite de différentes communes du district de Funa. Depuis qu'elle a offert à sa circonscription de Funa, dans la commune de Kalemou, les ponts Kimbangu, plus personne ne s'est occupé de son entretien. 2 ans après, la présidente de la Fondation Henriette Ouamou a constaté avec amertume comment cet ouvrage, pourtant très pratique pour sa base, s'est détérioré. Jeudi dernier, le lieu de Funa a été obligé de réagir le plus vite que possible, d'abord avec une équipe de membres de sa fondation qui s'est rendue sur place pour planifier dans un délai raisonnable la réhabilitation de ce pont. Nous avons reçu un appel des habitants du coin de quartier Kimbangu et c'est comme ça que nous sommes descendus nous-mêmes, la Fondation Henriette Ouamou, pour voir le problème qu'il y a sur terrain. Les habitants de ce coin, connaissant sa bonté et son amour pour sa base, se réjouissent déjà avant les débuts très prochainement de travaux de réhabilitation. Merci aussi à l'honorable Henriette Ouamou, la présidente de la Fondation dont vous représentez, et pour les gestes qui viennent de manifester en notre faveur. Nous lui avons contacté et il nous a fait montre de sa générosité comme toujours et de sa bienveillance. Et il nous a apporté ce concours afin que nous puissions commencer les travaux. Après cette visite au pont Kimbangu, la délégation de la Fondation Henriette Ouamou s'est rendue à l'Institut Saint-Louis, situé dans la commune de Kasavubu. Cette équipe a, au nom de sa présidente, remis des fournitures scolaires telles que des livres et autres matériels aux élèves de cet établissement. Nous engageons à parler d'elle à nos familles et connaissances pour que la confiance
lui soit renouvelée et qu'elle soit davantage propulsée plus haut pour son altruisme. La fondation Henriette Ouamou a été également saisie par les élèves de cette école pour la réhabilitation des quelques salles des classes qui se trouvent actuellement dans un état de délabrement très avancé. Place au rappel des titres. Polémique entre l'inspection générale des finances et la ministre du portefeuille. L'IGF dénonce l'inaction dans le chef de certains politiques qui alourdissent la traque contre le corrupteur et les détourneurs. Obsèques des victimes du drame de Matadi Kibala, Jean Tini Ngobila annonce que son gouvernement ne va plus transiger sur le non-respect de normes urbanistiques. Au recyclage de bouteilles plastiques à Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Environnement a visité une usine capable de traiter quotidiennement de 20 à 50 tonnes de déchets avant la travaux de construction en cours. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Télé 50. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.